Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la baleine pour ce début de semaine. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de follow pour ne rater aucune actualité sur le marché crypto. Aujourd'hui, le sommaire est chargé. Au programme, la guerre des stablecoins. La série de FBF ne s'arrête pas là. On apprend qu'il aurait des interactions avec le protocole Luna qui aurait entraîné sa chute, mais aussi qu'il aurait soudoyé le CEO de The Block, un média très connu, pour au final être obligé de s'expliquer devant le Congrès alors qu'il avait déjà fui ses responsabilités. Et pour finir à son sujet, une autre petite news croustillante que vous verrez dans la vidéo. Mais aussi la date de Shanghai, la prochaine mise à jour de ETH est enfin connue. Sur l'Union Européenne, une news sympa avec une députée qui s'est fait attraper avec 600 000 € en cash, mais aussi une nouvelle régulation avec la taxation extraterritoriale. On reviendra dessus tout à l'heure. La Banque Centrale d'Angleterre, elle, continue ses projets de CBDC. Ce n'est pas la seule. Le Kazakhstan aussi, je vous rappelle, cette semaine. Le Nigeria, nous en avons parlé sur la chaîne de la baleine. Mais comme toujours, avant de se pencher sur l'actualité, on va regarder l'état du marché. On peut voir que les performances sont plutôt négatives, à part 3 à 4 projets qui tirent leur épingle du jeu, comme BSV, TON, Patron, le STX et le GMX. Tous les autres sont majoritairement dans le rouge, comme par exemple AXS, Dodge, NIR, Flow, Aptos, Chiliz ou le SDN. D'ailleurs, connaissez-vous ce token? Bonne réponse, ce n'est pas du tout un token. C'est censé être un stablecoin, donc indexé sur 1. Mais actuellement, il est à 0,118 pour 1. Ce qu'on appelle un DPEG, ce qui je pense va pas apporter du bien sur l'écosystème. Et avant de commencer les news, une autre data que vous n'avez encore jamais vue sur cette chaîne, qui est l'analyse du comportement de ce wallet, qui comme vous le voyez détient plus de 140 000 bitcoins pour une valeur de 2,4 milliards de dollars. Certaines personnes sous-entendent que c'est l'adresse de Michael Saylor. Personnellement, j'en suis quasiment sûr. Après, comme vous le savez, il a plusieurs adresses avec lesquelles il permute, il échange ses bitcoins pour brouiller les pistes. Mais ce qui est intéressant avec cette adresse, c'est qu'elle coïncide avec les annonces qu'il fait sur Twitter ou autres de rachat-vente. Comme vous pouvez le voir, la ligne bleue, c'est la ligne du nombre de tokens, donc de bitcoin qu'il détient. La ligne rouge, c'est la valeur des actifs qu'il détient. Et gris, tout en bas, le prix du bitcoin. Comme vous pouvez le voir, quand le prix du bitcoin a chuté, cette whale, elle a acheté. Elle a continué à acheter, comme vous pouvez le voir en bas, 1000, 300, 500, 700, 500 bitcoins. Tout ceci jusqu'au top, à peu près ici, et elle a commencé à distribuer, alors que le bitcoin était à quasiment 17 000 $, et continue encore à distribuer. Nous sommes le 13, et sa dernière vente a été le 12. Je reviens sur ces données car ça peut être intéressant de comprendre le comportement de certaines whales et de voir comment ils gèrent leur exposition au risque. Et on commence avec la série FTX. Je l'appelle comme ça parce qu'il y a des rebondissements dans tous les sens, ça ne s'arrête jamais. Après que FBF ait été invité en conférence alors qu'il devrait être en prison, qu'il a fui ses responsabilités devant le Congrès américain, FBF, par le biais d'Alameda, est accusé d'avoir perturbé l'équilibre du token UST, qui je le rappelle était le stablecoin de Luna, qui a entraîné par la suite un DPEG de ce dernier stablecoin, qui a lui-même entraîné la destruction de certains bitcoins et jetons Luna qui étaient collatéralisés au protocole, faisant chuter le prix fortement pour finir par engendrer tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je suis d'accord avec vous, ce sont des accusations très graves et comme d'habitude notre ami FBF, lui, se défend et dit qu'il n'y est pour rien et qu'il n'avait pas fait exprès. Encore une fois, il invoque une mauvaise gestion du risque et le fait de ne pas avoir anticipé les conséquences de ses actes sur le marché. Mais en aucun cas, il aurait prémédité ou anticipé que le stablecoin UST de Terra se verrait anéanti. Pendant ce temps-là, les enquêteurs, eux, ne lâchent pas d'une semelle FBF et l'incubent dans une nouvelle enquête fédérale pour une violation des lois immobilières en vigueur aux Bahamas. On apprend dans cet article que FBF, par le biais de FTX, voudrait créer une nouvelle entreprise afin, je cite, d'arriver à créer une entreprise viable pour permettre aux utilisateurs de FTX de retrouver l'argent qu'ils ont perdu. C'est-à-dire que FBF, qui ne sait pas gérer le risque et qui a fait n'importe quoi, met la casquette de Robin des Bois et souhaite sauver tous les utilisateurs de lui-même. Bien sûr, vu qu'il est innocent et qu'il cherche à protéger ses utilisateurs, je cite le tweet que Matt vient de m'envoyer, qui nous explique que des responsables de FTX, dont FBF ou la célèbre Caroline Ellison, ont créé un groupe Telegram qui s'appelait Wire Fraud pour communiquer entre eux et s'envoyer des informations qui devaient rester confidentielles aux yeux de tous, au sujet de FTX bien sûr, et des fraudes, des flux de capitaux illégaux. Et bien sûr, vu qu'ils sont tous innocents, le Congrès les avait invités déjà à se défendre, à expliquer les raisons de la faillite de FTX. Bien sûr, FBF avait refusé l'invitation, mais cette fois-ci,
les hauts responsables de FTX sont contraints. Face au congrès, on retrouvera Caroline Ellison ou Kevin O'Leary, tous des responsables de FTX ou de Alameda. Dans cet article, on apprend aussi que Caroline Ellison aurait été aperçue à New York le 4 décembre alors que tous les autres de la clique FTX, eux, résident aux Bahamas et y sont contraints. Et comme d'habitude, il y a un dénouement heureux qui va en satisfaire plus d'un. Sam a été arrêté et se prépare à être extradé vers les États-Unis. Bien sûr, il faut que les États-Unis demandent son extradition. Vous le savez que FBF est près du pouvoir, n'empêche que le Congrès et que certains dirigeants américains cherchent à avoir une solution, comme par exemple le département américain de la justice, qui a déjà examiné de près les transferts inappropriés de centaines de millions de dollars au moment de la faillite. D'un autre côté, les autorités du Bahamas ont également entrepris leurs propres enquêtes. Donc concrètement, l'étau sur notre ami FBF est en train de se resserrer. Il va devoir s'expliquer devant le Congrès, devant la justice américaine et celle des Bahamas. On enchaîne avec deux géants de l'industrie qui se font la guerre via leur stablecoin. C'est-à-dire que Binance, avec le BUSD, devient plus restrictive sur le choix des stablecoins de sa plateforme et limite l'utilisation de l'USDC, voire l'annule. De son côté, Coinbase, eux, avec l'USDC, le stablecoin maison, overcollatérisé et audité tous les mois, retire les frais de conversion sur l'USDT vers l'USDC. Après, selon moi, il reste normal que chaque plateforme privilégie son stablecoin. Nous sommes en plein bear market. Les sources de bénéfices pour les échangeurs crypto ou tout simplement les entreprises du domaine sont assez limitées et je pense que quand une de ces entreprises a la possibilité de pérenniser ses revenus, elle ne s'en prive pas et c'est normal. Les différences entre les deux stablecoins est minime. C'est-à-dire que l'USDC est émis par Coinbase, étant coté à la bourse. Ses réserves sont auditées tous les mois par un organisme complètement indépendant et c'est donc transparent. Le BUSD de Binance, lui, est émis par Paxos, des réserves et de la gestion de la trésorerie de l'USDT qui, comme vous vous en rappelez, est complètement l'inverse de ces deux derniers en termes du mode de fonctionnement de l'USDC et du BUSD. C'est pour cela que je vous rappelle qu'il est intéressant de diversifier son exposition en stablecoin. On continue avec la prochaine mise à jour de Ethereum qui approche, connue sous le nom de Shanghai, qui aurait lieu en mars 2023. Bon, on est d'accord, on connaît comment est géré le temps et les deadlines par les développeurs d'Ethereum. Je vous rappelle que Marge n'a fait que être repoussée, alors cette date est quand même à prendre avec des pincettes. Cette mise à jour est très attendue par les investisseurs en ETH. C'est-à-dire que cette mise à jour permettra de retirer les ETH stackés. Comme je vous le rappelle, à l'annonce de ETH 2.0, de nombreux ETH ont été stackés, ou alors, quand vous possédez plus de 32 Ethers et donc que vous constituez un nœud, il était impossible de retirer ces Ethers stackés constituant un nœud. C'est donc, vous l'aurez compris, une fonction très attendue. Néanmoins, il reste un problème. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a plus de 19 milliards de dollars stackés en ETH. Même si la récupération d'ETH se fera au goutte à goutte et pas d'une seule vague, vous serez d'accord avec moi pour admettre que 19 milliards de dollars d'ETH risquent de créer une forte pression vendeuse, au même titre que la libération ou l'émission de tokens dans d'autres projets. Je vous conseille donc de faire attention à la date de sortie de cette mise à jour, de manière à anticiper peut-être un retracement ou alors une légère tendance baissière pendant un certain temps. Et on continue avec l'Europe qui veut faire une nouvelle réglementation sur l'utilisation des crypto-monnaies. Pour une fois, on ne parle pas de MiCA. Cette fois-ci, l'Europe veut mettre l'extraterritorialisation des taxes, c'est-à-dire qu'elle voudrait taxer toutes les entreprises, tous les échangeurs ou toute autre entité qui offre des services liés à la crypto devra déclarer la totalité de ces transactions. Cette loi devrait rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2026 et basée sur le principe qu'à partir du moment où l'entreprise offre des services à des résidents européens, quelle que soit la taille de l'entreprise, peu importe sa zone d'implémentation dans le monde, c'est-à-dire peu importe où est son siège social, l'entreprise devra s'acquitter des taxes au montant forfaitaire que l'Europe fixera. Nous avons déjà eu des projets de loi similaires avec la fin de la résidence fiscale ou alors une résidence fiscale à vie pour d'autres actifs, mais le sujet n'était pas forcément la crypto-monnaie mais plutôt les actifs. Je vous rappelle que ces projets de loi sont tombés à l'eau car bien trop compliqués à mettre en œuvre, car en effet il faut arriver à synchroniser le monde entier, arriver à demander des informations à n'importe quel pays et donc collaborer, ce qui n'est pas forcément simplifié par notre technologie, alors que la blockchain, elle, rendrait tout cela bien plus facile. Mais espérons que ça, ils ne le comprennent pas.
On reste dans l'Europe avec l'affaire d'Eva Kaili, la parlementaire européenne arrêtée pour soupçon de corruption. Vous aurez sûrement pas raté l'affaire car elle fait couler beaucoup d'encre depuis la fin de la semaine. Pour résumer la situation, Eva Kaili est une députée européenne et elle aurait fortement œuvré dans la réglementation, la régulation de la crypto-monnaie et de la blockchain dans l'Europe. Cette députée grecque s'est fait arrêter vendredi soir à Bruxelles par la police belge donc dans le cadre d'une enquête de blanchiment d'argent, de corruption au sein du Parlement européen. Cette enquête n'est pas due au remous de FTX, mais à l'attribution douteuse de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 4 autres suspects ont été arrêtés dans la même affaire. De nombreux articles mettent en avant le fait que la députée européenne était passionnée de crypto, mais aussi vice-présidente du Parlement européen, ce qui n'est pas n'importe quoi. Il est important de souligner qu'innocente ou non, avec de telles allégations de corruption, elle a instantanément perdu sa place au sein du Parlement, mais aussi du Parti national grec. Elle avait notamment dit que les NFT méritent un régime personnalisé et que la DeFi est restée hors du champ d'application. Je pense que nous sommes au niveau où nous pouvons aborder cela. En outre, elle a beaucoup contribué à la mise en place de politiques sur les actifs numériques et la technologie de la blockchain. Elle a donné en août dernier une interview d'elle où elle a dit, je cite, « Très tôt, j'ai compris que la blockchain était une infrastructure d'un large éventail d'applications qui transformerait les structures de marché ainsi que les modèles commerciaux et opérationnels, et qu'elle aurait de forts effets macroéconomiques. Ce qui la place dans les rares parlementaires européens qui comprennent la technologie et surtout ne tentent pas à limiter sa progression, mais au contraire à la réguler et l'encadrer afin que l'adoption se fasse dans les meilleures conditions possibles. On termine avec un tour de l'actualité bref des dernières news que nous n'avons pas vues. Je vous rappelle que Ripple est dans un combat juridique avec la SEC, le gendarme des marchés financiers américains, et cela dure depuis longtemps. On apprend que l'entreprise Ripple soumet son dossier final et que certains de ses dirigeants annoncent une date de résolution de l'affaire pour mars 2023. Sans transition, un tribunal chinois estime que les NFT sont une propriété virtuelle protégée par la loi. Ce que je trouve un petit peu paradoxal dans ce pays où on parle de restriction des libertés personnelles, ils acceptent néanmoins de tolérer l'idée que la propriété numérique existe. Vous l'avez peut-être vu, le Brésil commence à devenir crypto-friendly pour légaliser la crypto-monnaie et même apprendre à sa jeune génération à utiliser ce moyen de paiement novateur, mais aussi, avec un petit peu plus de détails, l'industrie du minage du pays. Tout ceci malgré l'incertitude mondiale au sujet de la blockchain. Goldman Sachs, une des plus grandes banques d'affaires, chercherait à rentrer sur le marché de la crypto-monnaie et pourrait se gaver après la mort de FTX en rachetant ses actifs à prix bradé. On continue avec la Russie qui retourne sa veste. Comme vous le savez, au début du conflit ukrainien, la Russie avait légalisé et même favorisé la crypto-monnaie pour les échanges de ses commodités, car isolée du système SWIFT, il était compliqué pour elle de vendre ses matières premières, revient sur sa régulation et demande aux mineurs de ne pas vendre de la crypto-monnaie aux Russes, ce qui je trouve un petit peu paradoxal. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, n'oublie pas de liker et commenter, je te dis à la prochaine, au revoir.